Vous allez dans le menu Fichier et vous allez faire un nouveau document. Alors, vous vous dites peut-être à ce moment-là, tiens, il y a possibilité de faire des documents qui comportent peu de pages et il y a possibilité de faire des livres dans InDesign. Ne pensez surtout pas ça. Le New Book ici, le nouveau livre, en fait un livre au sens de InDesign, c'est un système qui réunit plusieurs documents InDesign. Quand on fait un document très long de 300 ou 400 pages, on ne le fait pas entièrement dans un document InDesign. On chapitre en fait. Chaque chapitre du livre va être un document InDesign qui va être réuni par ce système qu'on appelle le livre. Mais donc, ne vous dites pas que c'est un système pour faire des documents longs. La réponse est oui et non. C'est plutôt un système qui réunit plusieurs documents InDesign relativement courts pour en faire un document très long. Et c'est pour les experts. Donc, ce ne sera pas pour vous. En tout cas, pas dans un premier temps. Donc, vous faites un nouveau document InDesign. Alors ça, c'est la nouvelle interface de création de documents qui, moi, me pose un problème parce qu'elle ne me permet pas facilement, une fois que j'ai fait un document, de l'enregistrer sur le disque dur dans le programme InDesign pour que, quand je fais un nouveau document, je récupère d'office ce preset. Mais bon, à un certain moment, il est possible que je quitte cette boîte de création de nouveaux documents, cette nouvelle version de la boîte de création de nouveaux documents, pour aller vers l'ancienne qui me permet de faire plus de choses. Mais en tout cas, voilà, commençons par ça. Alors, print, tout ça, ce sont des presets suivant le genre de travail que je veux faire, puisque dans InDesign, il est possible de faire des pages web, des magazines interactifs pour tablette, pour smartphone. Donc, on va plutôt pas aller là vers le print. Alors, au niveau du format, vous allez choisir le format A4 vertical, c'est pas mal. Au niveau de ceci, page en vis-à-vis, vous allez le garder coché. Vous allez donc faire un document double page avec des pages de gauche, des pages de droite, donc des rectos et des versos dans le document. Vous gardez ça coché. OK. Donc, format A4 vertical. Des pages en vis-à-vis. Ça, ne cochez pas ceci. Ceci ne nous intéresse pas, ce sont des colonnes guides. On va les faire nous-mêmes par la suite. OK. Les marges, on va dans un premier temps garder les marges à 12,7 mm. Ce sont des marges roses qui seront sur la page, mais qui ne s'impriment pas, bien sûr, qui ne sortent pas sur la tablette si on fait des choses pour tablette. Ce sont juste des marges qui nous indiquent à quelle distance il ne faut pas mettre du texte parce que c'est trop près du bord de la page, c'est dangereux. Pourquoi 12,7 mm? C'est Zarbi, ça? Quelqu'un a une idée? Non, ce n'est pas la prise de pince des imprimantes. Je vois que tu as fait de l'imprimerie. Hein? C'est bien. Non, en fait, 12,7, c'est parce que simplement, ça vient de la mesure anglaise, le pouce anglais, qui fait 25,4 mm, et c'est un demi-pouce, en fait. C'est pour ça qu'on a une mesure bizarre ici, 12,7. C'est un demi-pouce anglais, la moitié de 25,4. Bon, vous cliquez sur Créer, et vous avez votre document qui fait une seule page pour l'instant. On va aller voir ça dans la palette des pages, menu Fenêtre, Page. Ok, alors chez moi les pages sont déjà assez grandes, je vais aller vérifier ça, oui. Dans le menu de la palette Page, que je viens de faire apparaître donc en allant dans le menu Fenêtre, Page, dans le menu de la palette Page, tout en bas vous avez les options de panneaux, et ça n'a pas été remis à zéro tout à l'heure quand j'ai remis à zéro InDesign. Vous pouvez, si vous voulez, choisir des pages extra larges. Comme ça, vous aurez des vignettes de pages plus grandes là-dedans. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose aussi pour les gabarits, les masters.
Donc c'est juste la taille des vignettes de page dans la palette ici. Page, voilà. OK. Donc la palette page, comme vous le voyez, est divisée en deux parties. En haut, ce sont les modèles de pages. Et en bas, ce sont les pages du document. Donc on a une page ici qui reçoit déjà le modèle A, qui reçoit la page droite du modèle A. Oui, vous avez bien sûr la reliure, là, symbolisée par cette ligne verticale. Et si vous ne le savez pas, une page de droite est toujours numérotée avec un numéro impair. Et une page de gauche toujours avec un numéro pair. Donc voilà. Bon, ben on va insérer quelques pages. C'est vrai qu'on aurait pu le faire directement dans la boîte nouveau document, mais ici vous pouvez demander dans le menu d'insérer des pages. Et insérer par exemple 7 pages, voilà. On insère 7 pages. On a donc un document de 8 pages. On a la couverture. Ceci dit, ça pourrait être un document qui va s'insérer dans un plus grand. On pourrait être en train de faire un article de magazine et on commence en page de droite, pardon. On commence en page de droite, voilà. Mais bon, ou ça peut être un document de 8 pages comme ça. Donc la dernière page, c'est la 4e de couverture. Si on considère que la première est une couverture, la dernière page, je veux dire, c'est la 4e de couverture. La dernière page, la 8e, c'est la 4e de couverture. On appelle ça la 4e de couverture. C'est donc le dos du document. Et on a la couverture là. Et puis vous avez des doubles pages entre les deux. Et comme vous voyez, donc toujours page de gauche, numéro impair. Page de droite, numéro pair. Ça, c'est la règle. C'est comme ça que ça fonctionne. S'il y en a qui un jour veulent faire des documents pour les pays arabes, il y a des versions de InDesign qui permettent d'écrire de droite à gauche et de faire des documents dans le sens inverse. Hein. C'est possible aussi. Mais ça, c'est plus particulier. Donc c'est ce qu'on appelle la version ME de InDesign, la version Middle East. Donc vous faites un dossier sur le disque dur, sur le bureau par exemple, enfin où vous voulez, et vous allez y enregistrer le document. Donc menu, fichier, enregistrer sous, bien entendu. Et vous indiquez le dossier dans lequel vous enregistrez. Donc vous gardez bien l'extension INDD. Et bon, il est possible que sur votre ordinateur, ça n'apparaisse pas, les extensions. Normalement, quand on est infographiste, on fait apparaître les extensions. Il y a un petit truc à aller faire. Sur Windows, il y a une option qui s'appelle masquer les extensions. Il faut aller la décocher dans les options de dossier. Et sur Mac, c'est une option qui s'appelle afficher les extensions. Il faut aller la cocher dans les préférences du Finder. Bon, peu importe, de toute façon, vous aurez les icônes bien roses des documents InDesign qui vous indiqueront que ce sont des documents InDesign. Alors, je vais d'office, évidemment, si je commence à taper n'importe quoi, ça ne va pas le faire. Ici, je vais d'office donner un nom qui est compatible web et serveur, c'est-à-dire pas commencer par un chiffre, pas mettre d'accent, pas plus de 32 caractères, et pas d'espace. À la place des espaces, je mets des tirets ou des underscores. Et je termine par un numéro comme ça, parce que régulièrement, je vais enregistrer le document. Donc, il faut le savoir, un document InDesign, c'est un fichier XML, c'est une structure XML qui peut devenir extrêmement complexe au fur et à mesure que vous faites des documents complexes. Et ne faites pas l'erreur de ne pas backuper vos documents, déjà, que tout ce qui est sur votre disque dur, à un certain moment, il faut le copier ailleurs. Mais aussi l'erreur de travailler toujours sur le même document pendant des jours et des jours, ça va forcément finir par crasher. À ce moment-là, vous avez deux solutions. Vous recommencez tout, ou vous... Oui, c'est le document qui crache, ce n'est pas le logiciel. Le document crache, il est illisible. On essaye de l'ouvrir à un certain moment parce qu'on travaille depuis des jours sur le même document et on l'a enregistré sous le même nom des dizaines de fois. Vous avez deux solutions, soit de tout recommencer, soit de faire appel à une boîte spécialisée qui s'appelle Marksware, qui est en Hollande et qui vous demandera quelques centaines, voire milliers d'euros pour restaurer votre document. Donc, mortalité de l'histoire, enregistrez régulièrement vos documents sous un nom différent, ça régénère la structure XML, parce que si vous enregistrez chaque fois sous le même nom, ça ajoute à la structure XML un petit bout,
et forcément ça devient corrompu à un certain moment. Réenregistrer le document sous un nouveau nom va régénérer la structure XML. Alors, en matière d'infographie, vous allez voir, il y a des choses bizarres parfois sur le marché de l'emploi. Il y a des gens qui trouvent du boulot et qui se plaisent bien dans leur boulot, alors qu'ils sont moins compétents que vous au niveau production graphique. Pourquoi? Mais peut-être qu'ils ont quelque chose en plus. Ils sont fiables. La fiabilité de quelqu'un, c'est extrêmement important sur le marché de l'emploi. Et c'est quoi être fiable? Ça veut dire que quand on demande à quelqu'un de faire un document de mise en page et qu'il a une semaine pour le faire, il ne va pas s'amener le vendredi à 13 h en disant « Mon document a craché, j'ai tout perdu ». Donc c'est pour ça que ce qui compte, c'est d'arriver à donner quelque chose au client au final, parce que faire un truc superbe et que ça crache et que ça disparaisse. Moi j'ai eu le cas en formation de 30 jours sur InDesign interactif, donc pour faire des magazines interactifs pour tablettes. Plusieurs fois par jour, je disais aux stagiaires, sauvegardez votre document, copiez-le ailleurs, faites des backups. Et bien sûr, il est arrivé ce qui devait arriver. Le 28e jour de la formation, quelqu'un a tout perdu. Tout ce qu'il avait fait pendant les 28 premiers jours, perdu. Il lui restait évidemment les images Photoshop et tout ça. Il a pu refaire rapidement son document, enfin rapidement. Ça lui a pris plusieurs jours quand même, mais voilà. Donc pas fiable. Et pourquoi ça a planté? Simplement parce que quand on fait un magazine interactif, on est en lien avec des serveurs Adobe et il se trouve que si la connexion avec le serveur est interrompue, le document devient corrompu, illisible. C'est vache. Donc, pourquoi je mets un incrément ici 0,1? Bien sûr, parce que régulièrement, je vais enregistrer le document sous un nouveau nom. Et comme je vous le disais, ça vous permettra, vous, d'avoir la progression dans le document, l'historique de la création du document en plus. Donc je vais ici enregistrer beaucoup en changeant le nom, plus que normalement quand je travaille. Vous aussi. Voilà. Donc le document est enregistré et on va régler certaines choses, notamment ici, nous avons les marges roses, vous les voyez là. Si vous faites Alt roulette, vous avez la possibilité de zoomer. J'espère que votre roulette de souris fonctionne, sinon vous allez être mal. Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière. Quand vous êtes zoomé en avant, la barre d'espacement vous permet de bouger le document dans la fenêtre. La barre d'espacement, c'est le raccourci de la main. Et vous devriez voir, si vous n'êtes pas en affichage aperçu, vous devriez voir les marges roses, donc la construction du document. On va travailler en affichage normal. On a vite fait d'enclencher l'aperçu, puisque c'est le raccourci, c'est la lettre W en fait. Remarquez ici que j'ai mis la palette des outils en 2 colonnes. Vous pouvez aussi la mettre en 2 colonnes si vous voulez. Ce sera peut-être plus facile. Moi, je le fais à l'ancienne parce que bon, j'ai commencé l'infographie en 91. Et donc, j'ai pris des habitudes et c'est assez récent que les palettes des outils sont en une seule colonne. Moi, je préfère l'avoir en 2 colonnes, donc je la mets en 2 colonnes. Bon, bien sûr, si vous avez perdu votre palette des outils, il faut la récupérer par menu fenêtre outils. Parce que si, en chipotant là, vous risquez de cliquer sur la petite croix qui ferme la palette des outils. Pourquoi une palette horizontale à un certain moment? C'était à un certain moment, quand InDesign est sorti en 99, c'était pour faire plaisir, pour que ce soit plus facile pour ceux qui travaillaient dans le concurrent de InDesign, qui était Quark Express, qui a quasiment disparu. Et InDesign n'est pas à l'abri de disparaître un jour aussi. Ce sont des choses qui arrivent. Vous avez notamment de nouveaux logiciels indiens qui arrivent de Affinity, qui sont assez agressifs par rapport à Adobe. Donc tout peut arriver. Autant Quark avait fait disparaître PageMaker, son prédécesseur, autant InDesign a fait disparaître Quark, son prédécesseur. Donc tout évolue, rien n'est jamais acquis dans le monde de l'informatique. Alors voilà, vous avez donc des pages qui utilisent le gabarit A. Ça c'est le gabarit, un gabarit double page. Les pages utilisent le gabarit A. On va modifier les marges parce qu'on a un petit problème dans un document double page, on a une reliure
une reliure au centre, là. Vous le savez, dans un magazine, c'est la reliure. Et vous savez bien que si on met des choses, du texte trop près de la reliure, il va être difficile à lire. Donc on va faire une marge intérieure, là, des marges intérieures, ce qu'on appelle le petit fond. Si je me souviens bien, on va les faire plus grandes, sur toutes les pages d'un coup, en allant travailler sur le gabarit. Donc vous allez activer les 2 pages du gabarit, clic, majuscule clic. Alors, vous allez dans le menu Layout, donc le menu, comment est-ce qu'il s'appelle encore en français celui-là? Le menu page. Oui, le menu page en français et ici en anglais c'est le menu Layout. Vous allez jusqu'aux marges et colonnes. Donc ceci est une partie de ce qu'on pouvait modifier au moment où on a créé le document. Si vous vous souvenez de la boîte nouveau document, il y avait cette partie-là avec des marges quand on déployait les informations. L'autre partie se trouve maintenant dans le menu Fichier, Réglage du document. Ça, c'est l'autre partie qui était dans la boîte, si vous vous souvenez. Mais bon, là, la partie qui m'intéresse, c'est la partie marge et colonne. Vous allez casser la chaîne si besoin est. Et vous allez augmenter ici la valeur. Alors, on peut passer à 20, par exemple, au lieu de 12,7. Et là, vous voyez que vous avez des marges plus grandes au centre, près de la reliure, c'est bien. Vous cliquez sur OK. Mais étant donné que vous avez fait ça dans le gabarit, toutes les pages qui utilisent le gabarit devraient avoir été modifiées. Si vous faites passer en revue là, les pages, vous devriez voir qu'elles sont toutes modifiées. Alors, on va changer l'orientation des pages du document parce que je me dis que ce ne serait pas plus mal d'avoir des pages document paysage. Donc, on va aller dans le menu Fichier, Format de document. Fichier, Format de document. Et vous allez pouvoir ici faire passer en landscape, en paysage. Avec la petite case aperçue, vous allez même voir derrière ce que ça donne directement. Voilà. Fichier, donc File, Document Setup, fichier, format de document. Voilà, on a un document double page avec des pages dans ce sens-là. Donc tout est possible, mais si vous faites un vrai travail qui va sortir chez un imprimeur, il faut toujours aller parler à l'imprimeur avant de faire votre document. C'est pas après avoir fait votre document qu'il faut débarquer chez l'imprimeur pour lui montrer ce que vous avez fait, lui demander s'il peut l'imprimer. Il vaut toujours mieux aller discuter avec l'imprimeur, ne fût-ce que pour choisir le papier que vous allez utiliser, pour lui demander si c'est possible de faire ça et combien ça va coûter en plus par rapport à un document normal. Donc les imprimeurs sont des gens extrêmement sympathiques quand on leur parle dès le début, quand on les inclut dans l'acte créatif du document. Et après, si vous débarquez, il ne faut pas vous étonner qu'ils soient de mauvaise humeur, d'autant que les imprimeurs, historiquement, ont été extrêmement puissants à un certain moment, il faut vous le dire. Ils ont gardé un peu cet esprit-là. Ils sont, à un certain moment de l'histoire de l'humanité, les imprimeurs, c'était l'équivalent de Facebook d'aujourd'hui, hein, et de Google. Ils avaient entre leurs mains la production de médias et ils ont gardé cet esprit-là un peu. Donc, méfiez-vous des imprimeurs, c'est votre meilleur ami et votre meilleur ennemi en même temps, ça dépend comment vous le prenez. Je vais enregistrer le document. Alors voilà, pour l'instant, je suis en train de travailler sur la page 5. Ben non, c'est un peu bizarre, hein. Vous voyez qu'en bas à gauche de mon écran, il est indiqué que je travaille sur la page 5, et pourtant, je suis en train de travailler sur le gabarit, c'est ces 2 pages-là qui sont activées.
Mais voilà, il faut savoir qu'il y a une différence. Le bas à gauche de la fenêtre, là, ne vous indique pas la page sur laquelle vous êtes en train de travailler, mais celle que vous êtes en train de voir, celle qui est au centre de l'écran. Donc regardez un truc bizarre, là, j'ai zoomé sur la page 4 et 5. Je suis en train de bouger avec la barre d'espacement, je suis en train de bouger la page, et le numéro en bas change. Ça passe de 4 à 5. Ça dépend quelle est la page qui est vue au centre de la fenêtre, là, en fait. Au centre de la fenêtre du logiciel. C'est ça que ça indique, en fait. Si je scrolle avec la roulette, voilà, les numéros changent là. Donc, ce n'est pas la page sur laquelle vous travaillez. C'est la page qui est visualisée. Et particulièrement celle qui est visualisée au centre de la fenêtre du document. Donc, ce que je voudrais ici, c'est vraiment être certain de travailler sur les pages du gabarit A. On va aller double-cliquer sur le gabarit A. Et là, en bas à gauche, il est indiqué que je suis en train de visualiser le master A, le gabarit A. C'est parfait, c'est ce que je veux. Alors, comme dans tout logiciel Adobe, si à un certain moment, les palettes vous ennuient, vous avez toujours la possibilité d'enfoncer la touche tabulation sur le clavier. Donc sur le clavier AZERTY, c'est la touche qui se trouve juste à gauche de la A. Ça fait disparaître toutes les palettes. Vous avez ça dans Illustrator et Photoshop et tous les autres logiciels Adobe, quasiment. Si vous ne voulez faire disparaître que les palettes de droite, enfin tout sauf la palette des outils, ah non, les palettes du dessus vont rester. Donc les palettes qui sont à droite, là, c'est majuscule tabulation. Voilà. Donc ça c'est pratique, surtout que là je suis sur un écran qui est quand même assez pourri au niveau de la résolution, parce que le système de diffusion ici m'oblige à être dans une résolution d'écran assez misérable. Je suis en 1440 sur 900, donc bienvenue dans les années 80. Non, je rigole, dans les années 80 c'était encore pire. Quand j'ai commencé l'infographie en 92, on était sur des écrans 600 pixels sur 800. Donc pour vous dire un peu l'évolution maintenant, avec la 4K, la 8K, 8000 lignes verticales d'écran maintenant. Mais bon, là, à cause du système de diffusion, vous voyez, et ça risque d'être bien pratique de pouvoir faire disparaître les palettes comme ça pour de temps en temps voir la totalité de l'écran. Donc majuscule tabulation. Alors voilà, on travaille dans le gabarit. Et donc il est bien indiqué qu'on est en train de visualiser le master A. Et vous allez par exemple travailler sur la page de droite. Et vous allez y faire un bloc sur toute la zone des marges avec cet outil-là, par exemple. Alors voyons un peu. Il vaut peut-être mieux enlever le contour noir parce qu'il va nous perturber pour les mesures. Donc quand vous travaillez sur le bloc ici avec diagonale, vous mettez en avant la case qui concerne le contour et vous cliquez sur la diagonale ici pour qu'il n'y ait pas de couleur de contour. Vous allez pouvoir donc tracer un bloc dans la zone des marges. Normalement, ça va coller. Le magnétisme est enclenché, donc ça devrait tip-top tomber sur les marges. Donc dans le menu View, oui, on a le Snap to Guide, le magnétisme qui est enclenché. Voilà, vous avez donc obtenu un bloc qui peut contenir du texte ou des images, en fait, ce qu'on veut. Alors, temporairement, on va colorer le bloc. Donc, vous allez, en ayant le bloc qui est sélectionné, vous savez que quand on clique à côté, il n'est pas sélectionné. Quand on clique sur lui, il est sélectionné. C'est comme dans Illustrator. En fait, Illustrator et InDesign sont un peu des logiciels cousins. Illustrator est plus spécialisé dans le graphisme, dans la production de graphismes, et InDesign, c'est évidemment la production de documents avec plusieurs pages. Donc voilà, le bloc est sélectionné. On met en avant-plan la case de fond. Alors vous n'allez pas double-cliquer sur la case à la manière de Photoshop pour faire apparaître le sélecteur de couleurs. Dans InDesign, vous avez vraiment intérêt à utiliser le nuancier qui va créer des liens entre les couleurs et les parties du document qui utilisent ces couleurs. Des liens.
C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai mis une couleur dans le document à différents endroits, en modifiant cette couleur dans le nuancier, ça va modifier cette couleur partout où elle est utilisée dans le document. C'est ça que j'appelle un lien entre la couleur et les objets. Donc faisons apparaître la palette nuancier de InDesign. Donc menu, fenêtre, couleur, nuancier. Techniquement, il est donc possible de le faire à la manière Photoshop, en double-cliquant sur le fond. Mais ne faites pas comme ça. Voilà, vous avez déjà des couleurs qui sont là, disponibles. Alors, ce sont des couleurs qui sont créées par 4 encres cyan, magenta, jaune, noir. Donc c'est logique, on a démarré d'un document pour l'impression, un document print, c'était ça notre modèle de départ, et ce sont des couleurs créées par mélange de 4 encres cyan, magenta, jaune, noir, donc adaptées pour une impression chez un professionnel sur une presse offset. Alors, ce qui est assez difficile à comprendre, peut-être pour certains qui ont déjà fait des études en art graphique, c'est que dans InDesign, désormais, Adobe préconise d'utiliser des couleurs RGB. Et au moment où on génère le PDF pour l'imprimeur, on transforme les couleurs RGB en CMJN. Quel est l'intérêt? Eh bien, les couleurs CMJN, les couleurs faites par des encres, il y a une gamme colorée moins vive, moins large que la gamme des couleurs créées par des lumières. Et à notre époque, un document InDesign sert aussi pour faire un magazine interactif sur tablette. Ça peut aussi être imprimé sur une technique d'impression meilleure que ce que l'imprimeur vous propose, les 4 couleurs, parce qu'il y a des techniques d'impression 6 couleurs. Ça peut être imprimé sur des imprimantes jet d'encre qui utilisent des encres plus performantes, plus vives que ce que l'imprimeur a. Donc si vous faites tout en CMJN dans InDesign, vous passez à côté de l'occasion de faire des documents qui ont des couleurs bien vives. Et ça, c'est pas évident à comprendre. Alors, attendez un peu que je regarde ça dans Google. Je vais lancer ici mon navigateur web. Super, une mise à jour. Bon, en attendant que la mise à jour se fasse, on va créer une couleur RGB dans ce document. Vous allez dans le menu de la palette nuancier, vous demandez « Nouvelle couleur ». Ici, sur la méthode de création de la couleur, vous allez choisir RGB. Et vous allez pouvoir choisir une couleur vive en mettant par exemple du vert vif comme ça, ou alors ça pourrait être du rouge vif, ou ça pourrait être du rose vif. Enfin voilà, vous avez la possibilité de mettre une couleur vive. Et alors on vous indique ici, attention, la couleur ne sera pas imprimable telle qu'elle en offset chez l'imprimeur. Ce sera terne. Voilà, donc c'est certain, le fait d'utiliser des couleurs vives dans votre document InDesign ne va pas vous les sortir chez l'imprimeur pour une impression en 4 couleurs offset. Mais pour les autres sorties sur écran, vos couleurs seront vives. Donc c'est un choix, c'est une manière de faire. Vous pouvez décider que pour certaines des sorties qui le permettent, vous aurez des couleurs vives, et pour celles qui ne le permettent pas, ce sera plus terne. Ou alors, autre choix, vous décidez dès le départ de ne travailler qu'avec des couleurs ternes CMJN, et sur votre écran, sur les tablettes, ce seront des couleurs ternes. Donc c'est vraiment un choix. Cliquez sur OK. Voilà.